L'objectif à atteindre, c'est l'indépendance nationale. Il a fait le discours au nom de l'ENA, c'était la ligne de l'ENA. C'est l'ENA qui a créé l'émigration. Le tarbouch va être vu comme quelque chose qui quand même permet de résister aux pressions françaises. Parlait à l'immense majorité des travailleurs immigrés algériens à Paris. C'était Messali, c'était lui le tribun. Alger, le 2 août 1936. Vers 6 heures du matin, un homme accompagné de son épouse et de son fils arrive au port. C'est un homme qui affiche un large sourire à la descente de la passerelle. Il foule ainsi le sol de l'Algérie après 11 années d'exil et de lutte pour l'émancipation des Algériens du joug colonial. Cet homme de conviction et de parole est Messali Hadj, leader de l'Étoile nord-africaine. Sur le quai, c'est l'émotion, avec la rencontre des militants à leur tête Mohamed Mestoul, qui l'attendait de pied ferme. Après les formalités de douane, direction l'hôtel du Palais d'Hiver, au 6 rue du Divan, au niveau de la Passe Casbah. Et vers 9h, Mohamed Mestoul accompagne Messali Hadj au stade municipal d'Alger, où plus de 12 000 personnes étaient au rendez-vous fixé par les leaders du Congrès musulman algérien qui viennent rendre compte de la teneur de leur rencontre avec les représentants du gouvernement du Front populaire. N'étant pas membre du Congrès musulman, l'Étoile nord-africaine n'a pas de délégué au stade municipal. Et voilà que son chef arrive au stade et rejoint la tribune officielle pour demander la parole. Il a eu droit à 15 minutes. 15 minutes qui vont bouleverser l'histoire du nationalisme algérien. Il va vers le meeting sans être invité. Il n'est pas invité. Et il s'impose physiquement devant tous ces grands leaders algériens musulmans de l'époque, qui étaient là. Et il s'affirme et il fait son discours. Et là, il est porté et là, c'est là qu'on peut dire que le centre de gravité de la lutte nationaliste se déplace de Paris à Alger. Le 2 août 1936, son arrivée donc pour le fameux congrès musulman au stade municipal où il a tout changé, on pourrait dire, de la direction de la lutte algérienne pour les dépendants. C'est ce qui va devenir donc une lutte nationale pour l'indépendance de plus en plus, avec sa parole, avec son verbe, mais en route, on sait qu'il s'est arrêté avec des supporters. Il en a acheté 2 tarbouches, un pour lui et l'autre pour son fils Ali, et qu'il les a mis. Donc la mise en scène de sa personne, de sa famille, avec sa compagne française et son fils Ali, était quelque chose qui jouait et qui, donc après, la porte du tarbouche était quelque chose qui est devenu un peu associé avec lui. C'est avant qu'il a fait pousser la barbe, avant qu'il ait passé par les prisons pendant une bonne partie des années 40. Le tarbouche va être vu comme quelque chose qui quand même permet de résister aux pressions françaises et d'affirmer la personnalité musulmane. Le seul qui était pour l'indépendance, c'était Messali. Donc ça, c'est quand même... Mais l'action menée par les ulémas, par Abbas, Benjir, a joué un rôle très, très, très important. C'est-à-dire que ça a préparé la question du passage au mot d'ordre de l'indépendance. C'est-à-dire que si eux n'avaient pas été là, le stade n'aurait pas été plein.
Le stade était plein. Mais ils venaient d'où, tous ces gens-là? Ils venaient parce qu'il y avait des leaders politiques qui avaient préparé le terrain. Et Messali est arrivé et il a réussi à les captiver et à devenir le grand leader qu'on va connaître plus tard, radical. Le 2 août 1936, il ne va pas prononcer le mot indépendance, mais je le répète toujours, les services de police, et notamment le commandant Schoen, il écrit, il n'a pas dit indépendance, mais tout le monde l'a entendu. Donc il l'a prononcé à Bruxelles en 27, lors du congrès, le fameux congrès anticolonial comme en 27 à Bruxelles. Mais quand il va le prononcer un an après, il va se retrouver en prison. Dès les années 33, 34, 35, ce qui fait que lorsqu'il arrive au stade d'Alger en 1936, il est déjà connu, et là, il sera encore plus connu quand il va prendre la poignée de terre en disant « cette terre est à nous, nous ne la vendrons à personne ». Là, il est déjà, alors là, c'est fini, il a emporté, disons, l'adhésion d'une très grande fraction de la jeunesse. Le triomphe de Msali Hadj au stade municipal d'Alger n'est pas dû au hasard, mais c'est l'aboutissement d'une lutte qui a commencé en France au lendemain de la Première Guerre mondiale. Lutte portée par des militants issus de l'immigration algérienne dans un moment où une conjonction de facteurs nouveaux a modifié considérablement le paysage de la société algérienne soumise alors à l'effort de guerre. Ces Algériens mobilisés, souvent malgré eux, découvrent l'usine et surtout la lutte revendicative de la classe ouvrière française. Et au même moment, les bruits d'influence et d'événements externes arrivent en Algérie tels que la révolution kémaliste en Turquie, la proclamation du 22 janvier 1917 de Wilson sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la guerre du Rif et la révolution d'octobre en Russie. La guerre de 14-18 arrache des milliers d'Algériens à leur foyer pour les jeter sur les champs de bataille d'Europe et d'Asie. Ils vont découvrir un monde nouveau à propos duquel l'historien Charles-Robert Ageron dira « La guerre a labouré profondément l'Algérie musulmane. La guerre ouvre aussi de nouveaux horizons aux Algériens. Elle leur donne le sens de leurs droits, de leur dignité et de leur indépendance. » C'est à partir de la Première Guerre mondiale que ça va devenir un mouvement massif en quelque sorte. On a compté pour la Première Guerre mondiale 173 000 Algériens qui auraient participé au combat de l'armée française. Bon, il y a quand même quelques dizaines de milliers entre morts et blessés. Ça a laissé des traces. Alors pendant la guerre, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il n'y a pas eu seulement ces 173 000 personnes. Parce qu'il y avait des gens qui allaient travailler, qui allaient occuper des postes de travail pour remplacer des Français qui étaient au front. Voilà, près de 100 000 personnes. Beaucoup d'Algériens vont être mobilisés, vont découvrir en fait la métropole coloniale, etc. Et une fois qu'ils seront démobilisés, bien certains vont revenir, disons, en France pour travailler. Parce que la France a besoin de main-d'œuvre pour se reconstruire, notamment après la Première Guerre mondiale. Ce qui fait qu'on estime à 100 000 le nombre de travailleurs algériens qui sont venus s'installer en France entre 1919 et 1939. Parce que ce sont des gens qui viennent d'Algérie par vague, parce qu'ils sont là pour travailler sans aucun droit particulier. Mais après la guerre, le mouvement social français va s'amplifier parce que finalement, les fauteurs de guerre sont devenus comment on les appelle, les profiteurs de guerre. Hein? C'est-à-dire ceux qui ont provoqué la guerre vont en profiter après, et ceux qui ont perdu sont ceux qui sont morts, et ceux qui ont perdu, ce sont ceux qui restaient en vie, se sont mis à travailler pour les profiteurs de guerre, ce qui va développer un puissant mouvement social, et notamment un puissant mouvement communiste, que ce soit en France ou dans tous les pays pratiquement d'Europe. Il y a effectivement dans la période de l'entre-deux-guerres une grande effervescence politique et culturelle qui va exister, notamment traversée par différents courants. Bien sûr, il y a le courant de la Révolution russe,
qui renverse le tsarisme et donc qui va avoir une importance énorme, puisqu'en particulier, la révolution russe va poser à l'ordre du jour la question coloniale. Dans la création de la Troisième Internationale pose le fait de l'indépendance des colonies. Ça a été fait par la Troisième Internationale. Mais il n'y a pas que la révolution russe. Il y a également, bien sûr, la révolution kémaliste, qui est extrêmement importante, avec la victoire de Kemal sur les Grecs en 1922, et qui donc, par conséquent, après ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale, a un retentissement considérable. Et puis, il y a les premières grandes révoltes anticoloniales dans l'Empire français. J'en citerai simplement deux. Bien sûr, le Rif, la révolte du Rif avec Abdelkrim el-Khattabi qui va créer la République du Rif, c'est très important. Et puis, la révolte des Druzes en 1925 contre la présence française, contre la présence coloniale française. Au sein de l'immigration algérienne de l'après-guerre, des groupes se forment. Ils fonctionnent comme des petites associations à but philanthropique. On discute dans des réunions tenues dans des cafés et des foyers du sort des travailleurs, des nouvelles du pays, de celles du monde arabe, du devenir de la patrie et des droits des musulmans. C'est la période où l'on aspire à dépasser le militantisme au sein de l'amicale pour se consacrer à la lutte au sein d'une véritable organisation politique pour progresser dans l'action. C'est dans cette effervescence de mouvements anticolonialistes que va effectivement exister une politisation très forte dans certains secteurs de l'immigration ouvrière, notamment à cause de ces influences idéologiques, mais aussi par le côté syndical, c'est-à-dire le mouvement ouvrier, les questions syndicales, etc., parce que ces ouvriers algériens étaient privés de tous les droits, quand même, à l'intérieur de la société française. Donc il fallait qu'ils manifestent aussi pour avoir la reconnaissance de leurs droits. Et puis enfin, il y a l'éveil de l'appartenance sentimentale, religieuse, que ces hommes d'ailleurs vont découvrir lorsqu'ils vont faire la guerre. Le rapport à la mort, le rapport à la guerre, le fait de se retrouver dans des situations de Tlemcen à Constantine, de Constantine à Oran, de Oran, et ils vont s'apercevoir qu'ils appartiennent à un même ensemble, qui s'appelle l'Algérie, tout simplement. Pour le moment, ça se passe à Paris. Je n'ai pas dit en France, je dis bien à Paris, en banlieue parisienne, parce que c'est là que se situe le pouvoir et les luttes les plus dures. Quoique, il y en a eu ailleurs. Il y en a eu ailleurs aussi en France. Mais là où il y avait le plus d'émigrés, c'était là-bas. Maintenant, les émigrés, il faut aussi ne pas oublier que cela était en partie déjà là. D'autres vont venir tout de suite, dès les années 20. Comment l'émigration algérienne, notamment en France, va se retrouver dans le bain de la politique et se mobiliser et poser des problèmes de fond sur les rapports entre la France et l'Algérie. Beaucoup de militants vont être formés par le Parti communiste. Mais ça ne veut pas dire que c'était des communistes. Ils allaient à la mosquée, ils seront, pour le ramadan, ils restent dans leur... ils ne sont pas en rupture sociale. Et bien avant la formation de notre étoile nord-africaine dans l'immigration ouvrière, il y avait des Algériens qui tentaient de s'organiser, qui tentaient de se structurer, qui s'écoutaient et qui revendiquaient certaines choses. Donc, comment les qualifier aujourd'hui, en 2026, dans l'histoire du mouvement national? C'est des prémices, c'est des tentatives. En 1924, le premier embryon à partir duquel l'étoile nord-africaine serait issue est formé lors d'une réunion tenue dans un local parisien au 49 rue de Bretagne. On retrouve à la tête de cette première organisation que les historiens appelleront plus tard la première étoile nord-africaine, Hadj Ali Abdelkader et Mohamed Djoufel. Ce dernier serait le premier président de cette organisation entre 1924 et 1926. L'année 1924, de ce point de vue, constitue un tournant pour les Algériens dans un Paris où l'activisme syndical, politique et culturel était intense, très intense même.
L'on assiste alors à l'émergence d'une élite politique algérienne proche du Parti communiste français et surtout de l'Union intercoloniale qui mobilise contre le fascisme. Parmi les Algériens qui prennent part à ces mobilisations, un militant se distingue, Hadj Ali Abdelkader, durant toute la période qui a précédé la création de l'étoile nord-africaine. La première ENA, la plupart des cadres passaient, venaient, l'Union, et puis passaient au Parti communiste. L'essentiel, il y avait eux, il y avait Mohamed Marouf. Mohamed Marouf qui va jouer un rôle extrêmement important aussi et qui va ensuite rentrer en Algérie plus tard et va mourir en 1959 à la prison d'Oran. La plupart de ces militants sont des syndicalistes, donc ils exercent, disons, des responsabilités syndicales. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ne sont pas tous des ouvriers, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Certains sont déjà des commerçants. Ils tiennent ce qu'on appelle des cafés-hôtels, déjà à cette époque-là, déjà, en 1926-27. Certains sont ce qu'on appellerait des vendeurs ambulants. Messali explique que dans la cour de la rue Daguerre, il y avait toutes les brouettes des vendeurs ambulants qui étaient disposés tout le long de la cour de la rue Daguerre. Parce qu'ils étaient... Alors pourquoi il y avait beaucoup de vendeurs ambulants? Parce que ça leur laissait du temps libre pour militer. Parce qu'ils faisaient les marchés et l'après-midi, le soir, ils se réunissaient, ils militaient. C'était des militants. Donc ils étaient très jeunes aussi, il ne faut pas oublier cet aspect aussi. Messali, lui, était de la première étoile et ensuite il est passé à la deuxième étoile. Voilà. Je crois qu'il était porté par Hadj Ali, qui a dû le connaître et qui a dû le rencontrer peut-être, dit-on, à l'école des cadres communistes de Bobigny, 1924. Et ensuite, ils vont être très liés pendant longtemps, à tel point que quand Hadj Ali va aller à Moscou, il va lui laisser la gestion de la quincaillerie. Messali lui-même va être pris en charge par le Parti communiste. Il va avoir un poste permanent, il va être logé, il va être... Mais petit à petit, il va y avoir des problèmes. Tous les acquis du travail intensif et opiniâtre mené durant les années 1923, 1924 et 1925 dans le cadre de l'Union intercoloniale, dont le Parti communiste ou dont les syndicats sera capitalisé avec l'émergence de l'idée de mettre en place une section algérienne de l'Union intercoloniale. Avant 1926, il y a toute une série d'hommes, d'organisations, de mouvements qui effectivement existent. En 1922, il y a ce qu'on appelle l'Union intercoloniale, avec Ho Chi Minh en particulier, créée par la Troisième Internationale. Bon, et il y a dedans Hadj Ali Abdelkader qui veut animer une section algérienne à l'intérieur de l'Union intercoloniale. Intercoloniale, c'est essayer de regrouper dans une même lutte les ouvriers émigrés d'où qu'ils viennent. Est-ce que l'ENA est né de là-bas? Pourquoi pas? On peut l'admettre et le comprendre d'ailleurs, mais enfin, ça vient aussi des ordres de Moscou. Il y a eu le fameux Manouilski. Manouilski, c'était le responsable au sein de l'internationale des peuples colonisés, pour donner des partis qui vivaient dans un pays colonisateur. L'Union intercoloniale est constituée juste après la Première Guerre. Elle était liée d'abord à la SFIO. Puis après le congrès de Tours, il va être retrouvé avec la section, il se retrouve du côté communiste. Et elle était organisée en sections. Et il va y avoir donc une section indo-chinoise, une section, je pense, malgache, une section africaine et antillaise. Et en 1922, je pense, 21-22, va être créée la section nord-africaine. Et Hadj Ali Abdelkader va jouer un rôle important avec quelques autres. Il va y avoir cette section nord-africaine et en même temps, ils se retrouvent donc à l'Union intercoloniale, ils vont se retrouver aussi à la commission coloniale du Parti communiste, donc à la direction pour suivre les questions coloniales. L'intercolonial, c'est la place du mouvement communiste dans la naissance de l'étoile nord-africaine. Alors ça paraît, pour beaucoup de jeunes historiens que j'ai croisés, ça paraît
une incongruité. Non, c'est pas possible. Une impossibilité. Non, c'est une impossibilité pour vous, hein, qui ne vous posez pas de questions. Mais c'était une réalité, le porteur, le mouvement porteur d'idées de libération, c'est le Parti communiste. Période de 1920 à 1924, à la formation de cette étoile nord-africaine en tant que mouvement syndical, à l'intérieur de ce que le Parti communiste appelait, français, l'intercolonial, voilà, dans laquelle nous avons des militants de la Guadeloupe, des militants de ce qu'ils appelaient de l'Indochine, donc du Vietnam et du Cambodge, l'actuel. Donc l'intercolonial sort de la commission coloniale du Parti communiste, créée elle aussi pour régler tous ces problèmes de rapport entre les ouvriers français et les ouvriers émigrés. Et en même temps utilise les ouvriers émigrés pour remplacer les ouvriers français quand ils font grève. Les autres ne savent même pas ce qu'est la grève. Mais ils vont apprendre, et apprendre très vite. Attention aussi, hein, il y a déjà des premiers personnages, comme Haj Ali Abdelkader, hein, etc., avec le rôle de l'émir Khaled. Dans ce contexte, arrive alors à Paris une personnalité qui jouissait d'un grand prestige, l'émir Khaled. En contact avec les communistes, il prend part à toutes les réunions où il était question de l'Algérie. Le 12 juillet 1924, l'émir Khaled donne une conférence à la salle des ingénieurs civils à Paris. Le petit-fils de l'émir Abdelkader marque alors les esprits. Comment qu'il est entré dans ce mouvement, comment qu'il a aussi attiré ce mouvement. Alors c'est beaucoup de courage. Aller parler à Paris dans un contexte pareil, c'est beaucoup de courage et il va le payer cher, puisqu'il va être expulsé. Mais Sali d'ailleurs, qui est jeune, qui est ouvrier, qui vient d'arriver à Paris en 1923, va assister à une conférence de l'émir Khaled. Hein. Pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est une révélation, disons, extrêmement importante. Et puis il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des associations de bienfaisance, c'est-à-dire des associations caritatives musulmanes, pour prendre en charge les indigènes, les gens pauvres, les gens dans le besoin, etc., etc. Il va jouer un rôle important, non seulement dans la formation de l'étoile nord-africaine. Par la suite, il va jouer un autre grand rôle dans l'immigration ouvrière. Maintenant, la relation entre lui et le mouvement syndical, essentiellement les militants communistes algériens en France, c'était eux. C'était eux qui ont justement demandé, grâce à Mohamed Marouf, qui était aussi un des fondateurs de la première étoile nord-africaine, qui est entré en contact avec justement l'émir Khaled et ont demandé, donc c'était une demande, de faire de lui le président d'honneur de l'étoile nord-africaine en 1924, bien sûr. Il rappelle aux Algériens et aux Algériens qui sont dans les migrations, hein, le passé de l'Algérie. Le passé de l'Algérie. C'est ça, et c'est sur ça que va s'appuyer aussi Messali el-Haj, quand il va prendre le contrôle de l'étoile nord-africaine. Chassé d'Algérie par le redoutable lobby colonialiste pour avoir défendu ses concitoyens, l'émir Khaled sera également obligé de quitter la France où il dérange le parti colonial. La colère, la haine, la rage de ceux dont il a dévoilé les méfaits l'ont poursuivi en France, en Égypte et ailleurs. Le journal Le Paria évoque ainsi les conditions de l'exil de l'émir Khaled. L'émir Khaled, loin d'être intimidé, fait face à la meute déchaînée contre lui en s'appuyant sur la masse indigène auprès de laquelle il avait une influence considérable. À partir de 1924, un arrêté du ministère de l'Intérieur français en métropole exige à ce que ce monsieur soit exilé. Malgré ça, il n'a jamais cessé de prendre contact avec des éléments de cette fameuse étoile nord-africaine en Algérie ou dans certains pays du Maghreb. Paris
le 20 juin 1926. Au 163 boulevard de l'Hôpital, au 13e arrondissement, se tient la réunion historique à l'issue de laquelle est proclamée la naissance de l'étoile nord-africaine. Le 2 juillet est convoquée l'Assemblée des militants à la salle Grand Jobel pour élire un comité central composé de 10 membres autour de Haj Ali Abdelkader, président, et de Msalih Haj, secrétaire général. À la tête de l'étoile nord-africaine vont émerger ensuite des militants d'origine prolétarienne tels que Ammar Aimesh, Belkacem Rajaf, Mohamed Sidjilani et d'autres. Ils vont œuvrer aux côtés de Msalih Haj à la construction progressive d'une pensée politique qui fera de l'étoile nord-africaine la matrice du nationalisme algérien. Au départ, l'étoile nord-africaine était envisagée comme un mouvement syndical, un mouvement de revendication sociale et corporatiste. C'était des réunions entre militants algériens. Abdelkader Haj Ali était un membre du comité central du Parti communiste, donc c'était pas n'importe qui. Juste l'aîné, c'était Merhal qui était membre du bureau politique. Le gros était composé par un sous-prolétariat en quelque sorte d'origine rurale qui essayait de se frotter à l'expérience du prolétariat. Mais il y a des gens qui sont passés à l'encadrement, ça veut dire qu'ils avaient un niveau culturel. Bon, on a Haj Ali Abdelkader qui lui était de Ralizane et qui avait quand même un niveau de certificat d'études et qui était d'une famille aisée, même peut-être maraboutique jusqu'à un certain point. Et il était lettré aussi bien en arabe et en français, puisqu'on va le retrouver comme interprète quand il fera son service militaire pendant la Première Guerre mondiale. Les Abdelkader Haj Ali, les Mohamed Marouf, les Berhal, les Menouar Abdelaziz surtout. D'abord, c'est des cadres qui ont été formés dans l'international. L'élément communiste algérien avait un besoin orienté leurs actions militantes, etc., vers la formation de quelque chose, d'une identité politique autonome, proprement algérienne. L'étoile nord-africaine devait donner naissance à un parti politique dont l'objectif à atteindre, c'est l'indépendance nationale. Ce sont des lettrés qui ont à la fois ils viennent des villes, ils sont arabisés, ils écrivent en arabe, ils ont fait un peu l'école primaire et parfois même un peu plus. Et ils vont aussi militer. Ils vont donner l'encadrement, hein. On peut donner un petit peu des exemples. Haj Ali Abdelkader lui-même était lettré qui va écrire dans la presse. On va voir sa plume, il va signer Ali Baba ou bien Haj Biko. Et il va écrire lui ou Aziz Menouar. Aziz Menouar qui est un cas aussi. Il faut imaginer Aziz Menouar, il a fait une formation, je crois, à l'école des Beaux-Arts à Alger. Il était spécialisé en céramique. Il se retrouve ensuite dans un bateau qui allait vers l'Angleterre. Il participe plus ou moins à une mutinerie, puis après il revient en Algérie. Il prend un autre bateau, il va en Amérique. Il contribue à l'émergence d'un syndicat de chimistes. Il revient à Paris et il se retrouve au Parti communiste. Il se retrouve dans le syndicat, ce qu'on appelait les syndicats rouges. Et puis il va se retrouver ensuite à Moscou. Il va suivre l'école, l'université des cadres des peuples de l'Orient, comme on dit, où on formait des cadres. Les contributions des militants algériens durant les années qui ont précédé la création de l'étoile nord-africaine dans la presse telle que le Paria, les cahiers du bolchevisme, l'humanité et la vie ouvrière va donner de l'épaisseur à l'action de l'immigration en France. Dans le Paria, avec Haj Ali Abdelkader et avec Nguyana Aycock, qui est le futur Ho Chi Minh.
futur Ho Chi Minh. Ils vont écrire dans les cahiers du bolchevisme, ils vont écrire dans l'humanité, ils vont écrire dans la vie ouvrière. Munawwar aussi va se retrouver, après Hadj Ali, va se retrouver à Moscou aussi. Et tous les deux se retrouveront à un moment donné au comité central du Parti communiste. Et il va se retrouver au début 1904 ou 1905, il va se retrouver en France. Il va ouvrir une quincaillerie parce que déjà quand il est parti d'ici, il était un peu dans la quincaillerie. Et il va organiser donc ce qu'on appelait la section nord-africaine de l'Union intercoloniale. Après sa structuration, l'étoile nord-africaine fixe ses objectifs, trace une perspective d'action. La lutte contre le colonialisme est l'objectif principal de son programme. La question fondamentale dans la lutte en Algérie, c'était la question coloniale. Il fallait mettre fin à la colonisation. Et donc, pour porter ce projet à la masse populaire, il fallait un parti. En juin 1926, un groupe d'hommes vont décider de créer en tant que telle une association politique qui va s'appeler l'Étoile nord-africaine, parce que précisément ils veulent un programme, ils veulent définir la nécessité d'une souveraineté nationale. Et là, on est dans une autre histoire qui va commencer, qui est un seuil, comme on dit en histoire, une autre histoire qui commence. Il y a effectivement toute une série d'épisodes, d'étapes nécessaires, mais le seuil, c'est la création de l'Étoile. L'Étoile nord-africaine, à ses débuts, n'est pas un parti politique. C'est pas un parti politique. C'est en quelque sorte une section du Parti communiste, dont ils vont se séparer petit à petit. Mais on est dans la formation d'un parti politique. Ça ne se décrète pas, ça se forme tous les jours dans les luttes. Hein? Il va réussir à regrouper tous des Algériens en France. L'étoile ne va pas s'implanter en Algérie que bien plus tard, autour d'un petit groupe de militants qui ont tenté de créer ce qu'on appelle le Parti national révolutionnaire, le PNR. L'Algérie ne pouvait rien faire. Tout était pris en charge par d'autres partis politiques. Que ce soit, alors évidemment, on ne peut pas dire que les Ulama c'était un parti politique, mais c'était une puissante association. La Fédération des élus, ce n'était pas un parti politique, mais c'était pratiquement une association, c'était une association nationale. Hein, et il y avait le Parti communiste, et chacun avait sa part d'ombre et de lumière. Dans les années 30, il y a quelque chose qui se passe aussi. C'est la crise du système capitaliste, la montée du fascisme en Europe. Et puis, il y a effectivement le rôle de Messali qui arrive et qui est important, quoi. Et c'est là où l'étoile nord-africaine va s'implanter un petit peu en Algérie. Après des tentatives, l'international ciblait déjà cette implantation en Algérie. Et l'étoile nord-africaine, c'était un moyen pour contourner le poids de la population européenne ici. L'étoile nord-africaine va tout faire justement pour créer ce qu'on appelle des antennes ou des cellules. Et c'était Mohamed Marouf qui était chargé, justement par l'étoile nord-africaine en France, de venir instaurer donc quelques cellules, de réorganiser, donc de faire comme des annexes. La création de l'étoile nord-africaine a bénéficié du soutien des militants anticolonialistes tels que Ho Chi Minh et le journal qu'il dirigeait en France, Le Paria, avant son départ à Moscou. L'association a bénéficié d'une logistique de l'Union intercoloniale, notamment de personnages vietnamiens de l'époque, comme Ho Chi Minh, qui a rencontré à cette époque-là d'ailleurs Messali, qui avaient des relations étroites. Le local s'est ouvert rue Daguerre à Paris, dans le 14e arrondissement de Paris. Il se trouve que par une coïncidence, j'habite à côté, donc c'est assez extraordinaire. Donc c'était le premier grand local qui était mis à la disposition de l'étoile nord-africaine, rue Daguerre, dans le 14e arrondissement à Paris. Donc il y avait une logistique qui existait et que les différents mouvements anticolonialistes, disons, se repassaient les uns par rapport aux autres.
Ho Chi Minh donc était dans une organisation qui était au début la plus structurée, c'était la section indo-chinoise. La section indo-chinoise donc de l'Union intercoloniale. Et c'est lui qui dirigeait le journal Le Paria. Et bientôt, c'est les Algériens qui vont jouer un rôle important dans ce journal. Donc ils vont écrire avec Ho Chi Minh, puis après Ho Chi Minh va partir à Moscou, il va partir ailleurs. Mais il y a eu de très bonnes relations avec le futur Ho Chi Minh, Nguyen Ai Quoc. Voilà, le futur Ho Chi Minh. Et d'ailleurs, il paraît que plus tard, Ho Chi Minh, quand il rencontrait des Algériens, il leur disait toujours « Vous me rappelez Marouf ». Il parlait à Mohamed Marouf. Donc il a retenu les noms, il a gardé cette période. Et il y a un personnage derrière, c'est le futur Ho Chi Minh aussi. Donc on le trouve déjà en 1919 avec l'émir Khaled dans l'affaire la fameuse lettre au président Wilson américain. Et on le retrouve encore en 1927. L'amitié algéro-vietnamienne ou vietnamo-algérienne ne date pas d'hier. C'est dans le socle de la lutte contre le colonialisme. Et on les retrouve, les deux, au moins les deux. L'émir Khaled d'abord et Messali El Hadj après. Bruxelles, le 10 février 1927. Accompagné de Abdelkader Hadj Ali, Messali El Hadj se rend au congrès organisé par la Ligue contre l'oppression coloniale. Impulsé par la Troisième Internationale communiste, ce congrès s'inscrit dans le sillage du congrès de Bakou de 1920, premier congrès des peuples d'Orient. À Bruxelles, les 5 continents étaient représentés par des délégués et des personnalités. Pour l'Inde, Nehru, pour l'Indonésie, Mohamed Hatta, pour la Syrie, Nassib El-Bakri, pour le Japon, Etsu Katamaya, pour le Sénégal, Lamine Senghor, et pour la Chine, une délégation de la Mandchourie. Parmi les personnalités figurent Albert Einstein et Henri Barbusse. Le jeune Messali El Hadj présente le programme de l'Étoile pour la première fois du haut d'une tribune internationale. Il exige l'indépendance de l'Algérie. Le discours de Bruxelles propulse ainsi Messali El Hadj au devant de la scène. Il intègre le comité exécutif du présidium de la Ligue anti-impérialiste. Le programme de l'Étoile nord-africaine, il a été formulé par Messali. C'est ça qui va le faire connaître d'ailleurs, par rapport à ces autres dirigeants qui existent, comme Imash, Amar, comme Rajef Belkacem, comme Marouf, etc. Il y a Sid Jilani, ce sont des dirigeants. Mais Messali va se faire connaître par le programme, qui est le discours qu'il va prononcer notamment à Bruxelles, lorsqu'il va déclarer la nécessité d'une indépendance et, c'est ça qui est nouveau, la formation d'une armée nationale algérienne, c'est-à-dire qui soit séparée de la France et de l'armée française. C'est quand même d'une très grande audace à l'époque de vouloir cette séparation. Il faut imaginer ce qu'était l'époque coloniale. Nous étions à la veille, seulement quelques années, de ce qu'on appelait le centenaire de la conquête. Ça faisait déjà un siècle que les Français étaient arrivés en Algérie, 1930, 1830. Donc à seulement 2-3 ans du centenaire, où en fait la France avait le sentiment de vouloir rester pour l'éternité en Algérie, voilà qu'un groupe d'hommes dit non, ça ne sera pas pour l'éternité. Il va y avoir une séparation. Et donc, à la veille du centenaire, il proclame la nécessité de la rupture. Et donc, le programme, c'est effectivement la séparation, c'est l'indépendance, c'est la formation d'une armée nationale et la possibilité de lever l'impôt. C'est plus dans les idées que dans l'organisation. Parce que dans les idées, dans le fond de la société, c'est le rejet du système colonial. Tout le monde écoute ce discours, quelle que soit sa posture. C'est le rejet du système colonial. Maintenant, jusqu'où et comment, là, les choses diffèrent. Il y a ceux qui vont dire non, on ne peut pas. Et c'est ce qui va se passer plus tard, une dizaine d'années. 9 ans après le discours de Messali à Bruxelles, quand il va discuter avec le Cheikh Ben Badis ou Mohamed Lamine Al-Amoudi, ils vont lui dire tout ce que tu dis, c'est parfait, c'est bien, mais viens le dire à Alger.
Et c'est là la spécificité de l'ONA, c'est qu'ils ne sont pas les seuls qui sont critiques du colonialisme, des abus, qui affirment une spécificité algérienne, mais de la poser sur le plan politique et insister sur l'indépendance, commencer d'affirmer ça, c'est ça qui marque. Ce mot indépendance va être tabou. Et tous ceux qui le prononcent entre 1921 et 1937, on pourra pas en parler ou pas, hein, sont susceptibles d'être arrêtés, quels qu'ils soient. Des gens comme Lekhal, qui va venir en Algérie participer à une campagne électorale et qui va se faire arrêter parce qu'il a parlé d'indépendance alors qu'il était de la direction de l'ENA et il était sur une liste communiste d'union avec l'émir Khaled. Dans les débats, la question de l'indépendance était soulevée, mais il y avait une confusion. Il y avait une confusion entre les militants algériens et surtout tunisiens, Khalfallah, qui était très avancé par rapport à Abdelkader Ajali, etc., où la question de l'indépendance était posée en indépendance, non pas de l'Algérie, mais de l'Algérie et de la Tunisie. Ça, il faut le faire. Donc on parlait déjà en 1922-1923, on parlait déjà de l'indépendance du Maghreb. Msali n'a pas manqué de souligner dans son discours la question de la représentativité du peuple algérien, d'où souligne-t-il la nécessité d'élire un parlement algérien. Bien sûr, le Parlement algérien, d'ailleurs, qui sera le deuxième titre du journal de l'Étoile. Le premier, une fois qu'ils se seront séparés des communistes, ça va s'appeler El Oumma en 1930, 32, 33, etc. Et ensuite, à la dissolution de l'Étoile, à partir de 1937, il y aura un deuxième journal qui va s'appeler le Parlement algérien, c'est-à-dire la possibilité démocratique de pouvoir élire librement, démocratiquement, à égalité de citoyenneté pour tous les habitants du pays de l'Algérie. Et ça, c'est une dimension très importante dans le programme de l'Étoile, qui est ce qu'on appellera plus tard la question de la constituante algérienne. Mais la question de l'indépendance posée clairement en 1927 à Bruxelles va constituer véritablement la revendication principale de l'Étoile nord africaine. La revendication indépendantiste, la revendication politique nationale n'a jamais été occultée. Elle était non seulement comme point central des discussions entre les militants, mais elle était aussi le 15e point de revendication. C'était pour l'indépendance nationale. Mais le discours de Bruxelles, Messali, il a fait le discours au nom de l'ENA, c'était la ligne de l'ENA. Ah non, parce que c'est pas. On a tendance à présenter Messali comme ayant parlé tout seul. Non, c'était la ligne de l'ENA. Ils étaient deux à intervenir. Deux. Il y avait lui et le Tunisien Chadli Khairallah Ben Mustafa, qui était le fils d'un dignitaire tunisien et qui va parler au nom de la Tunisie et Messali va parler au nom de l'Algérie. Après 1927, l'Étoile connaît un succès grandissant en France, mais les relations entre communistes et étoilistes se distendent dès la fin des années 1920. Salih Hadj et les autres dirigeants sont soucieux de ne pas s'engager dans un face-à-face avec le Parti communiste français. Ce dernier ne comprend les relations avec les mouvements nationalistes qu'en fonction de sa seule stratégie. Il y a à partir de 1927-28 une séparation entre les militants nationalistes et le Parti communiste. C'est-à-dire que la dissolution de 1929, le Parti communiste français ne proteste pas. C'est-à-dire qu'il se retrouve à découvert, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils avaient été protégés jusqu'alors, mais à partir de 1927-28, ça ne va plus. La preuve, lorsque Messali veut faire son discours de Bruxelles, qui est un discours très radical, eh bien, à la veille de monter à la tribune pour prononcer son discours, on lui a dérobé le discours. Donc il le prononce de tête, parce qu'il l'avait appris avant. Mais son discours lui avait été dérobé. Et il soupçonnait des dirigeants du Parti, il le dit dans ses mémoires, il soupçonnait des dirigeants du Parti communiste dans la mesure où il pensait, je pense à juste titre, qu'il avait une position beaucoup trop radicale. Le Parti communiste va connaître une crise. Il va être une crise, il va y avoir des poursuites policières, il va y avoir dans les années 20, début des années 20, un changement de ligne de l'international, ils vont être un petit peu déboussolés.
déboussolée, et ceci va se traduire y compris dans les rapports avec l'ENA. Parce qu'elle va compliquer les rapports avec l'ENA. Le Parti communiste n'a plus les mêmes moyens matériels pour soutenir l'étoile nord-africaine. Parce qu'à cette époque-là, sous l'influence de la Troisième Internationale, il y avait ce qu'on appelle, disons, le fait de se méfier des nationalismes. À la suite, c'est très compliqué, hein, à la suite de l'échec de la révolution chinoise, les communistes, les staliniens de cette époque-là, vont rompre avec les mouvements nationalistes. Et donc, ils vont rompre avec l'étoile nord-africaine en 1928-29. Ce qui fait que les militants algériens sont seuls. Et ils savent qu'ils sont seuls. Donc il va falloir qu'ils fassent très attention. Et donc, à partir de cette époque-là, ils vont se lier toujours avec la gauche, mais plus communiste. Mais la gauche révolutionnaire, les anarchistes, les anarcho-syndicalistes, les trotskistes, toute cette petite gauche-là, qui vont devenir les compagnons des Algériens, mais plus le Parti communiste. Des années 1920, 26, 27, 28, dans le mouvement communiste, l'idée que le nationalisme anticolonial pourrait être soutenu par le mouvement communiste restait de mise. On a, avec, par exemple, l'utilisation du terme de la décolonisation qui va être abandonné après, qu'on va mettre fin à l'idée qu'on pourrait avoir cette alliance éventuelle entre la bourgeoisie ou une certaine bourgeoisie colonisée avec les forces vives du peuple, avec des prolétaires et d'autres. Donc oui, ça c'est un moment très important. Entre-temps, il y a une attraction vers le nationalisme d'une partie de l'étoile nord-africaine qui va reconstituer la glorieuse étoile nord-africaine à partir de 1933. Et tandis que les autres cadres, les anciens cadres, qui Machbila, qui a joué un rôle, qui Marouf, ils vont essayer de relancer aussi l'étoile nord-africaine, mais ils vont prendre leur distance. Et Hadj Ali Abdelkader lui-même, qui sera plus au Parti communiste, après il se retirera dans sa quincaillerie. Les communistes français avaient en fait un esprit de colon. Ils avaient la mentalité de colon. Même dans leur action, la CGT, n'en parlons pas. C'est un syndicat qui se dit communiste, n'est-ce pas? Mais en réalité, dans le recrutement, il était très sélectif. Donc, il recrutait beaucoup plus des Européens et des Français que les Algériens, musulmans ou autres. Voilà. L'étoile nord-africaine n'est pas simplement née de ça, mais qu'ils ont pris leur liberté face à cette déception, face au mouvement de déception du mouvement communiste, qu'ils arrêtaient de soutenir les indépendances comme une exigence immédiate en disant c'est un avant-précurseur de Maurice Thorez, de Nation en formation, etc. Pendant près de 10 mois, l'étoile nord-africaine cesse d'exister. Certains membres du comité directeur d'alors, tels que Chabila Djilali, Marouf Mohamed et Saad Hassan, étaient déconcertés. Hadj Ali Abdelkader se faisait de plus en plus rare. Les adhésions aussi se faisaient rares dans un contexte de répression et surtout de crise économique. Salih Hadj, face à cette situation de crise, déploie une étonnante énergie, observent certains historiens. Il décide d'avancer. En janvier 1930, il entame la rédaction d'un mémoire qu'il compte soumettre à la Société des Nations. Ils se méfient quand même, parce qu'ils sont très surveillés. Par un particulier, il y a toute une surveillance qui est exercée par un service qui se réunissait rue Lecomte à Paris et qui était l'institution de surveillance des indigènes nord-africains. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et donc ils se savaient surveiller, donc ils faisaient très attention. Ils savaient aussi qu'ils avaient la possibilité d'être infiltrés, c'est-à-dire de ceux qui travaillaient pour la police, qui livraient, etc. D'ailleurs, moi, quand j'ai travaillé la première fois sur cette histoire de l'étoile nord-africaine, dans les années 75, je suis tombé sur un rapport de police des renseignements généraux datant de 1934, qui était extrêmement précis. C'est-à-dire que ça a été pour moi une source extraordinaire, parce que dans ce rapport, il y avait par exemple des procès-verbaux, des interventions de Messali, les discours, les slogans qui étaient contre, le nombre de participants qui étaient présents, etc. Ils avaient évidemment infiltré des gens à l'intérieur, et donc ces militants se savaient surveiller, d'autant que à partir de 1929, lorsque l'association est dissoute par l'État, par le gouvernement, alors ils font très attention. C'est-à-dire que là, ils font très très attention. C'est-à-dire qu'ils vont reconstituer leur association qui va s'appeler la glorieuse Étoile nord-africaine. Dissoute, l'Étoile nord-africaine
continue ses activités, se réorganise et prend un autre nom, celui de la glorieuse étoile nord-africaine avec à sa tête Msali Hadj. La nouvelle organisation s'installe au 19 rue Daguerre où Lénine avait, dit-on, habité. Elle s'efforce de consolider ses structures et d'élargir sa base. Le fait le plus important dans l'histoire de l'étoile nord-africaine est la création en octobre 1930 du journal Al-Oumma. Ce mensuel, publié en langue française, avait comme directeur politique Msali Hadj et Ammar Aimesh comme gérant. Al-Oumma, dont le tirage atteint les 15 000 exemplaires en 1934, relance l'action de l'étoile malgré les intimidations et les arrestations de certains de ses militants. Alors que Messali, il avait une formation plus large. Il était allé en Suisse, il avait rencontré l'émir Chivki Baslad, il connaissait Ho Chi Minh, enfin, il avait une vision transnationale, je veux dire, du nationalisme. Vous voyez, donc il y avait une divergence entre eux quand même à ce niveau-là, mais il y avait aussi le fait que Messali s'était imposé véritablement comme un tribun extraordinaire. On le voit dans les rapports de police de l'époque, un grand tribun d'exception, notamment en langue arabe, et qu'il parlait à l'immense majorité des travailleurs immigrés algériens à Paris. C'était Messali, c'était lui le tribun. Dans les premiers mois de 1929, suite à l'impulsion donnée par l'intense activité des militants nationalistes, l'action de l'étoile battait son plein. Elle atteint son maximum de rendement et compte plus de 4000 membres. Mais le gouvernement français prend des mesures pour arrêter la distribution de tracts et empêcher les souscriptions ouvertes au profit de l'association. Des poursuites sont alors engagées contre l'association nationaliste. Le 20 novembre 1929, la justice prononce la dissolution de l'étoile nord-africaine. Msali ne renonce pas et l'œuvre malgré tout pour la poursuite de l'action. En 1933, il continue avec son journal, son programme. Il se fait arrêter en 1934. Il part en prison. Et là, il s'enfuit aussi. Et une fois qu'il est libéré, il part en Suisse. C'est là qu'il rencontre l'émir Chivki Baslad. Et là, il prend contact, connaissance avec ce qu'on appellera plus tard le nationalisme arabe, qui est très important quand même, ce courant qui vient de Syrie, d'Égypte, etc. C'est-à-dire que là, effectivement, il a cette imprégnation politique qui est un mélange entre son héritage, disons, venant du PCF et le nationalisme arabe, c'est-à-dire qu'il y a un mélange, je veux dire, des deux. Et donc, on a, disons, une idéologie qui se met en place, selon moi, c'est mon interprétation, qui se met en place à ce moment-là, de Messali, et qui veut créer un État-nation moderne centralisé, centralisateur, pour éviter la dislocation de l'État-nation, parce que l'Algérie c'est un grand pays. Et donc il a cette volonté-là, il l'explique d'ailleurs très bien dans ses mémoires en 1935-1936. Les fameux 11 points et 12 points de l'étoile nord-africaine, parce qu'au départ il y avait 15 points, par la suite ils ont réduit cela à 12 points pour des exigences de la réalité, de terrain, du combat, pour vous dire que l'étoile nord-africaine était un mouvement très dynamique, donc il s'adaptait toujours à des situations. Et nous remarquons que même en 1936, dans les programmes, dans les plateformes politiques et associatives, nous retrouvons toujours les revendications. Ils reviennent toujours à la revendication, donc à la plateforme initiale des revendications de l'étoile nord-africaine. À partir de 1934, la répression s'abat sur les dirigeants de l'étoile. Msali, Aimesh et Rajef sont condamnés par la justice à des peines de prison. En février 1935, la glorieuse étoile est dissoute. Malgré la répression, l'action se poursuit dans le cadre de cette organisation politique dans la clandestinité. Action symbolisée par un mot, l'indépendance, un drapeau, celui de l'Algérie, et un leader, Msali Hadj. Cette filiation étoile nord-africaine PPA, c'est une réalité à travers le personnage de Messali Hadj et de sa garde. C'est une autre histoire, avec le PPA qui va être créé plus tard après, avec Abdallah Filali,
qui va créer le PP avec Messali le 11 mars 1937. Après la dissolution de l'Étoile nord-africaine, ces militants se regroupent derrière les Amis d'El Oumma. Mais les Amis d'El Oumma ne pouvaient avoir le même dynamisme qu'un parti. C'est ainsi qu'une décision est prise. Création du Parti du peuple algérien. Msali Hadj, Abdallah Filali et Arsrik Hal mettent au point les statuts, le programme et la liste du conseil de direction et d'administration. Msali Hadj et Abdallah Filali déposent les documents de constitution du parti à la préfecture de Nanterre le 11 mars 1937. Le même jour est annoncée la création du Parti du peuple algérien. S'ouvre alors une étape nouvelle dans l'histoire du nationalisme algérien.